La semaine dernière, je vous sortais une grosse vidéo théorie où je vous expliquais que la moitié des projets de la phase 4 se déroulaient dans un autre multivers. Oui, j'ai bien dit multivers et je continue à le dire. Dans l'ensemble, la vidéo a été plutôt bien accueillie puisque c'est ma première vidéo longue de théorie sur YouTube et qu'elle en est à l'heure actuelle où je tourne à 11 000 vues, quand d'habitude mes shorts vivotaient. Donc déjà, un grand merci à vous. Mais en plus de cette force que vous m'avez donnée, j'ai un youtubeur bien connu qui a décidé de faire une vidéo d'1 heure sur cette théorie. Et il a adoré. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Je n'y crois pas. Je trouve que ça n'a pas de sens. Non. Je n'y crois pas un seul instant. Bon, j'ai l'impression que je l'ai pas convaincu. Notre milieu de gros geeks Marvel n'est pas immense non plus. Vous l'avez donc reconnu. Il s'agit du bon Landry. 70 000 abonnés sur YouTube et 2400 vidéos à son actif. Alors moi au début, j'étais hyper fier. Faut quand même dire que c'était ma première vidéo sur YouTube. Et à la base, il l'avait repartagée sur Instagram quand je l'avais tagué en story. Et puis, il m'a demandé si ça me dérangeait qu'il fasse du contenu dessus. Moi, pas du tout. Au contraire. En plus, je l'aime bien le boug. Je comprends pas trop. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ma théorie en a pris pour son grade. Alors là, pour le coup, je suis totalement d'accord. Bienvenue sur YouTube, mon pote. En vrai, je lui en veux pas. Le gars a juste donné son avis. Mais globalement, Je n'y crois pas un seul instant. résume plutôt bien la vidéo. Bon, le bizutage passé, il est temps de se retrousser les manches et de tenter de détailler ce que je vous aurais mal expliqué. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Kevin Buckhart, expert Marvel et MCU, et aujourd'hui on va tenter de répondre à Landry, en rentrant dans les détails du multivers, des timelines sacrées et des nombreux variants qui la composent. Je vous rassure, il ne s'agit pas de refaire une vidéo que vous ayez déjà vue. Et dans la précédente vidéo, j'avais ratissé très large, sans rentrer dans les détails, pour ne pas faire une vidéo trop indigeste. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique qu'il y a 2 multiverses, et que certains projets de la phase 4 se passent dans un multivers différent de celui du MCU, dans le but d'avoir 2 univers avec des personnages qu'on aime bien, qui entreront en collision lors des événements de Secret Wars. Eh oui, j'ai encore commencé par multivers pour finir par univers. Hyper compliqué. Et non, je ne confonds pas les deux les amis. Je vous explique ça tout de suite. Bon, nous sommes dans la saga du multivers. Et pour le moment, Marvel ne nous montre que des personnages issus de l'univers MCU interagir avec d'autres univers. En tout cas, c'est ce qu'ils tentent de nous faire croire. Mais ci et là, ils ont placé quelques indices qui, selon moi, sont très loin d'être anodins. Rappelons-nous quand même que Thanos a été teasé depuis Captain America First Avengers, avec l'activation de la pierre de l'espace dans le Tesseract qui transporte Red Skull à l'autre bout de l'univers. Et ce n'est que 7 ans après que nous voyons Thanos exploser le cube pour récupérer la pierre. Alors, ouvrons nos chakras aux différents indices que nous a laissé Marvel pour ensemble tenter de résoudre cette énigme. Bon, Landry, tu as très lourdement insisté sur le fait que je confondais univers et multivers. Mais j'ai l'impression que des fois, il confond multivers et univers. Et là, c'est pour ça, il parle d'univers et après, il reparle de multivers. Sachant que lui-même parle de multivers, après, il parle d'univers. Je comprends pas trop. Je te propose de nous pencher un peu sur le sujet. La série Loki nous ouvre au multivers. Mais de premier abord, c'est assez difficile de comprendre ce qu'est une timeline sacrée et de vraiment prendre la mesure de ce qu'implique la mort de celui qui demeure. Pourtant, quand on y prête attention, c'est assez simple. Tout est sous nos yeux. Si on compile les informations du cartoon de Miss Minute de l'épisode 1 et l'explication de celui qui demeure dans l'épisode 6, on a plutôt une bonne vision de quoi il s'agit. Et pour être certain de bien comprendre, je vous conseille de lire l'interview dédiée à ce concept de Michael Waldron, le créateur de la série Loki. Je vous mets le lien direct en description. Partons sur l'histoire de celui qui demeure. Il nous explique qu'un jour, un variant de Kang a découvert qu'il existait des univers qui cohabitaient les uns parallèles aux autres. Les variants ont commencé à entrer en contact et tout allait bien pendant un temps, jusqu'à ce qu'arrive la guerre multiverselle. Il précise alors, certains variants ont cherché à conquérir d'autres univers, causant une énorme guerre. Les autres variants tentant de préserver leur univers en détruisant les autres, jusqu'à ce que presque tout disparaisse. Il s'agit ici du concept des incursions. Les Kang, jouant avec le multivers, ont causé des incursions, causant la presque destruction du multivers. À ce stade, il faut bien comprendre que d'après Michael Waldron, les termes univers, timeline et réalité, qui sont utilisés dans la série Loki, déterminent la même chose. Revenons à notre cartoon. Miss Minute nous explique relativement la même chose. Chaque bande représente une timeline ou un univers. Les unes les autres s'entrechoquant, créant des explosions. Encore une fois, des incursions qui mènent à la fin du multivers. C'est alors que les gardiens du temps, alias celui qui demeure, ont réussi à rassembler tous ces univers dans une seule timeline. The sacred timeline. En transformant Alioth, le nuage mangeur de monde, en arme, qu'il a pu se débarrasser des variants Kang, devenant le seul Kang restant de toute sa timeline multiverselle. Pour imaginer, la timeline sacrée est une corde tissée de plusieurs univers. Son flux temporel est contrôlé par celui qui demeure et sa TVA. J'espère ne pas vous avoir perdu. Mais c'est important pour comprendre la suite et ne plus me dire « ils confondent tout, hein, c'est n'importe quoi ». Donc, revenons-en à Landry. Il ne comprenait pas comment je pouvais avoir des personnages du MCU dans un autre univers, ou un autre multivers pour le coup. Ou encore, certains d'entre vous pensaient que la théorie était illogique, puisque presque tous les projets parlent du snap.
Et il est précisé que chaque univers est différent, composé d'êtres différents et de mondes différents, mais sous le contrôle de la TVA et de la timeline sacrée, ils suivent tous le même flux temporel, guidés par le chemin prédéterminé de celui qui demeure. C'est comme ceci que nous avons différents variants de Loki durant toute la série. Ils n'ont pas le même physique, parfois pas la même race, pas le même monde ou même pas la même histoire. Pourtant, tous partagent le même chemin, le même rôle, le rôle d'un Loki. Et à la fin, ils doivent tous mourir de la main de Thanos. C'est leur destin. De la même manière avec les variants de Spider-Man dans No Way Home et dans Across the Spider-Verse. Il se peut donc que d'un univers à l'autre, les mêmes personnages agissent plus ou moins de la même manière, évitant l'éclosion d'un nouveau Kang. La timeline sacrée est donc un flux multiversel, composé de plusieurs univers différents. Mais la question, c'est est-ce qu'elle représente à elle seule tout le multivers? Moi, je crois que non. Cette fois-ci, j'ai récupéré les images de Quantumania pour vous démontrer qu'il existe bien deux timelines sacrées. Kang nous parle de ses variants, jouant à travers le multivers comme des enfants. Pour le prouver, il caste un hologramme d'une timeline sacrée qui a déjà créé d'innombrables univers. Puis, au creux de sa main, il crée une autre timeline, elle, stable. Puis il dit « J'ai vu leur chaos se répandre à travers les réalités. » Et il ajoute « Les univers entraient en collision, des incursions sans fin. J'ai vu le multivers mourir. » Pendant son discours, nous voyons des branches des deux timelines entrer en collision, provoquant des explosions. Il évoque alors le fait de détruire des mondes brisés pour en construire un nouveau. Autrement dit, ce qu'a fait celui qui demeure dans sa propre timeline. Enfin, le dernier indice, l'introduction du dernier épisode de Loki. Nous entendons les événements des 3 premières phases. Lorsque nous dézoomons, nous quittons un trou noir, puis entrons dans un autre. Au centre de ce trou noir se trouve la citadelle dite à la fin du temps. Elle semble donc se trouver au centre du trou noir qui contient la timeline sacrée du MCU. On revient donc à ma dénomination maladroite de plusieurs multivers. Je pense qu'il s'agit en réalité de plusieurs timelines multiverselles, chacune regroupant plusieurs univers. Des univers qui ont aujourd'hui créé des branches, qui sont elles-mêmes des mondes parallèles très ressemblants à leur monde d'origine, mais d'où des choix fondamentaux ont été faits. Bon, vous êtes toujours avec moi? C'est le moment de répondre à notre ami. Celui qui demeure. Voilà, qui a donc été exilé par le Conseil des Kang. Premièrement, non. Celui qui demeure n'a pas été exilé ici. Il a gagné la guerre multiverselle. Il est le dernier Kang restant de sa timeline multiverselle. C'est lui qui le dit. Je confonds peut-être avec Kang le Conquérant qui, lui, pour le coup, a été exilé dans le Royaume Quantique. Bon, selon mon hypothèse, nous avons deux timelines multiverselles, que nous appellerons la timeline des Kang et la timeline du MCU. Pour moi, la timeline du MCU a été tout simplement purgée de Kang par celui qui demeure. Et avec sa mort, il n'existe plus à travers le temps de cette timeline aucun Kang. Mais il se peut que par le passé, il ait existé plus que deux timelines multiverselles, peut-être des centaines voire des milliers. Car dans le dessin animé de Miss Minute, on y voit plusieurs sortes de galaxies ou de trous noirs, représentant du coup d'une timeline sacrée. On peut donc imaginer que celui qui demeure, armé de Alliance, ait détruit un nombre considérable d'univers, forçant la dernière timeline multiverselle à signer une sorte de traité de non-invasion, devenant le dernier refuge des variants Kang ayant survécu à la guerre. Car oui, le Conseil des Kang semble lui aussi être à la fin des temps, dans un lieu similaire à la citadelle de la fin du temps. Et peut-être que lors de la scène post-crédit du Conseil des Kang, lorsqu'ils évoquent le Kang tué, ils ne parlent pas du tout de celui de Quantumania, Kang le Conquérant, mais de celui qui demeure. Nous emmenons du coup au film Avengers, la dynastie des Kang, où ces Kang tenteront de reconquérir la timeline multiverselle des Avengers, causant d'innombrables incursions. Bon, concernant le fait que Loki ait changé de timeline multiverselle pour se retrouver dans la TVA des Kang. Donc je pense pas qu'on soit juste dans un autre univers, je pense que c'est juste la même TVA. Pourquoi est-ce qu'on utilise juste le pad temporel d'un simple agent de la TVA? Il se trouve que Sylvie utilise le transporteur de celui qui demeure. Or, on le sait, les Kang ont la possibilité de voyager d'un univers à l'autre, voire d'une timeline multiverselle à l'autre. Il est donc tout à fait possible qu'elle l'ait envoyé là-bas, même sans le vouloir. La saison 2 nous le dira. Bref, c'est de là que part mon hypothèse. Une hypothèse qui fait plus que sens pour moi, car elle se base sur des faits qui me paraissent tangibles. Elle est donc mon point de départ pour construire ma théorie, qui se développe ensuite sur des indices qu'on interprète. Mais la suite reste théorique, et comme je l'ai précisé à la fin de ma dernière vidéo, il est pour moi impossible de vous assurer que toutes mes digressions sont vraiment réalisables. J'y apporte des arguments et accepte les avis contraires, du moment que eux aussi sont argumentés. Je pourrais donc pas être aussi précis sur le reste de la vidéo pour pas que Landry et moi, on passe notre temps à se contredire sur des suppositions. Moi j'y crois pas. Je tâcherai juste donc de répondre sur les faits, car Landry n'a pas toujours été très précis. Commençons par Ant-Man. Ça ne peut rien dire du tout, c'est pas parce qu'ils sont habillés en vert et violet que ça veut dire que c'est un autre univers. Premièrement, je ne base pas du tout ma théorie sur la couleur des vêtements des gens. Je n'en parle d'ailleurs pas du tout dans la vidéo. Mais malheureusement, la vidéo est tellement hachée qu'on comprend plus vraiment ce que j'ai dit ou non. Mais par contre, c'est vrai, il est difficile à dire si Ant-Man a changé d'univers ou non. Mais il se trouve que le monde quantique dans le MCU est le seul moyen connu pour voyager dans le temps. Il se trouve aussi que Kang le Conquérant y a été piégé
en se crachant pendant un voyage. Mais surtout là-dessus, je me base sur des théories scientifiques. Selon les théories de mécanique quantique, Many World Interpretation ou la théorie du Pilot Wave, c'est au niveau subatomique que sont créés les mondes parallèles. Et c'est un peu ce qu'ils ont voulu montrer dans le film lorsqu'on voit des milliers d'itérations de Scott créées en fonction des probabilités. Il est donc fort probable que le passage d'un univers à un autre se passe par là. Donc évidemment, d'une timeline multiverselle à une autre également. De plus, on sait que la fin du film a été changée au dernier moment. À la fin, Kang devait s'échapper et Scott devait rester bloqué dans le monde quantique. Une fin remaniée, peut-être pour laisser un peu de suspense et brouiller les pistes. Je ne sais pas. Passons d'ailleurs rapidement au projet qui pourrait être dans cette autre timeline multiverselle. Concernant She-Hulk. Or, dans notre monde du MCU, les super-humains sont pas si courants. Au contraire, ils sont extrêmement courants. Là encore, j'ai pas forcément la réponse, mais je pense pas que le MCU grouille de super-humains. J'ai essayé de compter, il y en a à peu près une soixantaine qui interagissent dans les films et séries, héros et méchants inclus. Évidemment, à ça, je ne compte pas tous les sorciers de Camartage. Et quand on prend la série She-Hulk, on compte pas moins d'une vingtaine de personnages super-humains en seulement 9 épisodes. I'm not proud of this. Pour moi, ça me paraît énorme, mais why not? C'est juste que, ils sont cachés ou juste ils veulent pas se montrer. Non, là, je suis désolé, mais la Cour refuse cet argument. Et là, il va parler de Daredevil, et pour le coup, pareil, pour moi, c'était pas un argument. À aucun moment, l'univers de Netflix est le même univers que le MCU. On le sait, d'accord? Concernant Daredevil, évidemment que je sais que c'est un soft reboot et qu'il ne s'agit pas directement du même personnage que la série Netflix. Seulement, mon avis est qu'il n'aura pas cette personnalité dans la série Daredevil Born Again, qui est pour le coup très sombre. Et je pense que le costume jaune est un indice de plus du moment qu'on réfléchit via mon hypothèse. Après, pris un par un, évidemment que tout est démontable. Encore une fois, je tente de trouver des arguments favorables pour aller dans le sens de ma théorie. Donc, j'ai peut-être tort. Concernant la référence à Wolverine, ce sont uniquement des easter eggs. Pour moi, il n'y a aucune corrélation avec les X-Men ou quoi que ce soit. Pour le coup, peu importe de quel univers, j'ai du mal à imaginer que ce sera un simple easter egg qui aura pas d'impact sur la suite. Les X-Men arrivent et Hugh Jackman jouera plusieurs Wolverine dans le film Deadpool 3. Parce que dans Iron Man 1, à un moment donné, on voit un poster où il y a Fin Fang Foom, c'est uniquement un easter egg. Il est donc pour moi difficile de comparer l'easter egg de Fin Fang Foom dans Iron Man 1 en 2008 à une époque où il n'était pas encore question d'un univers Marvel étendu. Passons aux Eternals. Là, je conçois complètement qu'il y a des contre-exemples. Et premièrement, tu te trompes sur l'année à laquelle se passe le film. En fait, Eternals se déroule des années après tout ça. Le jour de sa mort, Hijack précise que le snap a eu lieu il y a 5 ans, ce qui place le film aux alentours de novembre 2023, soit quelques semaines après Avengers Endgame. Tu nous dis également qu'il n'y a pas eu des répercussions suite à ce film parce qu'il n'a pas eu le succès escompté. Tu expliques que Tiamut va être réutilisé dans d'autres films. Et de plus, une suite est quand même prévue. Concernant les artefacts, on va dire que tu mets un peu tombé dessus. Non. Les 10 anneaux n'ont pas créé les artefacts. Évidemment qu'à aucun moment je ne dis que ce sont les 10 anneaux qui ont créé ces artefacts. C'est même l'inverse, puisque l'organisation s'appelle les 10 anneaux à cause de ces 10 anneaux. Et le bracelet de Kamala a été trouvé dans une cage des 10 anneaux comme le montrent les sigles au sol. Concernant le bras, tu as totalement raison, il est bleu et au vu du trailer de The Marvels, il se peut totalement que ce soit un cri. Seulement attention, Immortus semble avoir le visage bleu, mais surtout l'un des variants de Kang est un alien bleu. Nous verrons bien. Mais par contre, je te confirme que le très bavard Jeff Loveness a grandement insinué que les technologies de Shang-Chi et de Miss Marvel venaient bien de Kang. Je me suis renseigné et j'ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai mal cherché. Donnez-moi la source. C'est un article du média The Direct, et voici un extrait de ce qu'il dit. Loveness confirme alors la connexion entre les anneaux sur la chaise de Kang et les autres artefacts avec des glyphes de type anneau dans le MCU. Il fait allusion aux 10 anneaux de Shang-Chi et également au bracelet de Kamala Khan dans Miss Marvel. Et je pense qu'on arrive en zone spoiler, mais je suis sûr que les gens ont remarqué le fait que « Oh, il a une technologie à anneaux, c'est intéressant » ou encore « Tiens, ces glyphes seraient pas un peu similaires ?» Donc je pense qu'on va se rendre compte que Kang a ses empreintes sur le MCU depuis un bon moment. J'invente rien. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Continuons avec Miss Marvel. Selon toi, le fait que ce soit une mutante ne la lie pas forcément à Wolverine. Pourquoi pas? J'ai même eu d'autres commentaires qui me disent que sa mutation ne serait pas liée au gène X. Me permet pour le coup de pas du tout être d'accord. Encore une fois, un indice nous a été posé avec le générique de X-Men 97. Like a mutation. Donc oui, c'est une mutante, y a pas de doute. D'ailleurs, fait intéressant. Kamala a été créée dans les comics en 2013. À l'époque, Marvel n'avait pas les droits des X-Men qui faisaient concurrence au MCU au cinéma. Ils ont donc un peu moins mis les mutants en avant dans les comics pour privilégier les inhumains. C'est pourquoi Kamala, qui devait être une mutante, s'est retrouvée à être inhumaine. Mais aujourd'hui, tout le monde est rentré au bercail et Kamala redevient une mutante. Il y a beaucoup d'autres points sur lesquels nous sommes en désaccord. Et il serait bien plus intéressant de débattre en direct plutôt que de se bagarrer sur des opinions contraires par vidéo.
Je ne pense pas me tromper sur le fait qu'il existe 2 timelines multiverselles. Maintenant, savoir qui est où est un exercice beaucoup trop délicat. Je regrette simplement l'obstination de revenir sur chacun des détails de manière un peu hasardeuse. Comme par exemple quand tu dis que Fury a été montré dans la bande-annonce de The Marvels parce que les équipes marketing se seraient trompées. Mais étant donné qu'ils se sont trompés dans la promotion du film et qu'ils ont sorti le trailer trop tôt... Et honnête, toi non plus t'y crois pas à cet argument. Par contre, c'est vrai, j'ai sûrement faux sur pas mal de sujets qui sont trop spéculatifs. C'est d'ailleurs déjà le cas sur les 4 Fantastiques parce que depuis la sortie de la vidéo, beaucoup de news sont tombées. Adam Driver devrait jouer Reed Richards, Sue a quasiment été trouvé, et surtout la confirmation que le film se passera bien sur la Terre 616. Et que peut-être, pour expliquer le fait qu'il n'ait pas été présent, il nous expliquerait qu'ils aient été enfermés dans le passé depuis longtemps. Compliqué, mais pourquoi pas. Pour finir, tu es enfin d'accord avec moi sur la dénomination. Je suis d'accord avec lui. Comme quoi, ça valait le coup d'arriver à la 45e minute. Le problème, c'est que moi-même, j'y crois plus trop. Mais pourquoi ? Je pense en réalité que le MCU aussi bien la Terre 616 que la Terre 199999. Et que Miguel O'Hara la nomme ainsi dans le trailer parce qu'il est avec des milliers de Spider-Man et que Sony ne veut surtout pas qu'on confonde Tom Holland avec le Peter des comics. Toi? Non, à toi. Bref, ça a été un sacré morceau, hein. J'ai tenté tant bien que mal de vous convaincre que le multivers semble bien plus complexe qu'on ne le croit. Certains croiront encore plus en ma théorie, d'autres encore moins. Je n'y crois pas un seul instant. Et il était important pour moi d'entrer un peu plus en profondeur dans les détails, au cas où, comme Landry, qui l'a répété 400 fois, je vous embrouillais avec mes histoires de 2 multivers. Bon, chers collègues, encore une fois, tu m'invites quand tu veux à débattre. Moi je suis chaud et j'ai l'impression que nos communautés le sont aussi. D'ailleurs, Vu qu'il y a une personne qui m'a... Pour le coup, c'est pas du tout le créateur, non. Il m'a notifié sur 20 vidéos, et à mon avis, à un moment donné, frérot, arrête. continuez à envoyer mes contenus à vos potes et influenceurs préférés, ça fait plaisir. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à me suivre. Tout petit youtubeur qui se lance que je suis. Et puis Landry, n'hésite pas à décortiquer plus souvent mes vidéos. Hein. D'ailleurs, si j'ai un pote qui se lance et qui diffuse sa première vidéo, promis, je te l'envoie. Ce n'est pas la peine. Allez, je t'embrasse. Ciao. Putain, je suis épuisé, moi. Je n'ai rien contre la personne, je ne la connais pas. Enfin, de cette personne-là, de Kevin Ducart, je crois. Donnez-moi la source. Non, trop compliqué.